Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Guy Parmelin, bonjour. Bonjour. Conseiller national vaudois UDC, 20 ans de carrière politique. Qu'est-ce qui vous fait tenir encore? La passion, je crois que c'est une passion, c'est l'intérêt aussi pour les dossiers qu'on étudie, et particulièrement à Berne ou dans les commissions dans lesquelles je travaille. On a des dossiers qui touchent vraiment très fortement la population, si vous pensez à l'AVS, à l'assurance maladie par exemple, pour citer ces deux cas. Et la manière dont on travaille, en fonction dont on fait les lois, l'argent il va ou bien dans la poche des citoyens, ou bien il va ailleurs. Et tout l'art, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré pour que les assurances sociales, en l'occurrence, puissent tourner, puissent fonctionner, sans creuser des déficits abyssaux, comme ça a été le cas à l'époque pour l'assurance invalidité. Vous voyez une application très concrète dans la vie des citoyens suisses, c'est oui, ça? Oui, naturellement. Par exemple, si vous prenez l'AVS, on sait que quelqu'un qui gagne des millions de francs avec son revenu, il va payer sans limite des cotisations pour son AVS, mais il ne va jamais toucher plus qu'un plafond, la rente maximale. C'est un système extrêmement social, et il faut le relever, qui n'a jamais été remis en question par personne en Suisse. Ça, vous ne le trouvez pas normal? C'était pas prévu de commencer là-dessus, mais puisque vous l'abordez, ça, vous ne trouvez pas normal, par exemple? Non, je crois que c'est quelque chose qui était voulu à l'origine. C'est vraiment une assurance sociale, où le mot social aurait être écrit même avec un grand S, parce que la plupart des... Comme on s'attaque ici, façon de parler, j'entends, on prélève des cotisations sur le revenu du travail, et j'insiste, du travail, on laisse de côté tout ce qui est gain financier ou autre, et on redistribue de manière équitable entre une rente minimale qui est à un certain niveau et une rente maximale qui, elle, est aussi à un certain niveau. Pour une personne seule, c'est loin d'être quelque chose d'exceptionnel. Et pour un millionnaire, il participe à la solidarité, largement. Mais vous savez qu'il y a plusieurs piliers et qu'au final, le millionnaire gagnera beaucoup plus, même à la retraite, que la personne qui avait un revenu très modeste. Alors ça, c'est clair, mais sans millionnaire, vous n'avez pas la possibilité de financer les assurances sociales. Et encore une fois, dans ce système dit des trois piliers, tout l'art, c'est de trouver l'équilibre pour que chacun puisse vivre et surtout ne pas décourager celles et ceux qui participent de manière solidaire au système à se dire, finalement, c'est plus intéressant, on est beaucoup trop pénalisé. Regardez ce qui se passe en France, où certains se disent, à partir d'un certain niveau de confiscation des moyens financiers, les gens vont voir ailleurs dans d'autres pays qui sont plus accueillants. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement alors? Augmenter l'AVS des gens qui ont cotisé au-delà d'une certaine limite, c'est ça? Alors, non, je ne pense pas. Je crois qu'il faudra surtout maintenir les prestations telles qu'elles sont, avec le fait que les gens, et c'est heureux, vivent de plus en plus longtemps et en bonne santé en Suisse. Ça nous pose un problème de financement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'AVS, ce n'est pas seulement des cotisations, c'est aussi de l'argent qui vient du budget général de la Confédération, c'est de l'argent qui vient de l'impôt sur le tabac. Il y a différentes sources de financement. Et je crois que si on veut préserver le système, il y a certaines réformes à entreprendre, mais il est clair que pour un bon nombre de personnes, l'AVS, y compris pour les personnes très riches, prenez les petits indépendants qui ne peuvent pas avoir de deuxième pilier, qui ne sont pas riches, pour eux, leur deuxième pilier, c'est qu'au moment où ils transmettent leur entreprise à un successeur, l'AVS, même symboliquement, c'est quelque chose de très fort. Et je crois qu'on ne peut pas jouer avec cette assurance sociale. Il faut voir qu'actuellement, on a pour plus d'une année de réserve dans le fonds AVS, mais que la pyramide des âges va très rapidement, si on ne corrige pas, faire qu'on va baisser les réserves. Et il faudra songer à les maintenir. J'ai une vidéo à vous montrer en lien avec ça. Regardez ceci, Guy Parmelin. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge. Vous avez reconnu Bernard Lavilliers? Oui, j'ai reconnu. Pas tout à fait vos opinions politiques, mais là, en l'occurrence, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Bon, déjà, on vous sait très travailleur. On va y revenir, mais d'abord sur le fait de travailler encore. Vous imaginez bien que là, je veux venir à l'augmentation de l'âge de la retraite. Est-ce que c'est nécessaire déjà? Et puis, est-ce que c'est une bonne solution? Alors, je crois d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit plus longtemps et en bonne santé. Mais c'est vrai, il y a des métiers pénibles. Il y a tous les pays industrialisés, tous les pays de l'Europe, l'Union européenne ont dû ou sont en passe de réformer leur système. Si vous prenez notre grand voisin, l'Allemagne, progressivement, elle est en train de monter l'âge de la retraite de 65 à 67 ans sur environ 30 ans à peu près, mais elle a aussi augmenté les prélèvements
la TVA, c'était un compromis pour pouvoir vivre, pour pouvoir assurer la sécurité. Ouais. Nous, on a une chance, c'est que l'AVS, qui est un système où finalement on prélève les cotisations et on les redistribue immédiatement, n'est pas le seul. Il y a 3 piliers. Il y a la prévoyance individuelle, c'est le 3e pilier. Puis il y a aussi le 2e pilier obligatoire auquel sont soumis tous les salariés, qui peut être facultatif pour les indépendants. Et le fait que ces piliers ont tous des aspects différents, le 2e pilier, c'est de l'épargne forcé. Alors, il est plus sensible aux aléas de la conjoncture et des marchés financiers. C'est ce qui nous pose aussi problème maintenant. Mais l'avantage, c'est qu'on a un système qui est beaucoup plus équilibré que dans d'autres pays. Il n'empêche qu'il faudra le réformer. Alors, vous savez que dans la construction, pour prendre des métiers pénibles, il y a eu un accord pour permettre à certains de partir plus tôt à la retraite. Il y a d'autres. Il faut aussi des incitations parce qu'il y a des métiers. Prenez par exemple les médecins. Les études sont financées aussi une bonne partie par les impôts. Ils entrent plus tard finalement dans la vie active où ils, entre guillemets, rapportent aussi à la société et rendent finalement ce que la société leur a offert. Il ne faut pas décourager certains de vouloir continuer à travailler à 65, 67, 70 ans. Ouais, là, les mots sont importants. Vous dites pas décourager. Est-ce qu'il faudrait aller aussi dans l'obligation pour certains de travailler plus longtemps? Alors, dans l'idéal, pas, mais je pense qu'il faut des incitations. Et si vous regardez tout le projet qui est actuellement en consultation de réforme de M. Berset, c'est un mélange de différentes choses. Il y a des nouvelles recettes qui sont prévues, mais 2 points de TVA, tout le monde va les payer. Et la TVA, vous savez pertinemment que les bas revenus et les bas salaires la payent proportionnellement plus que les hauts revenus. Donc, ce n'est pas un impôt non plus très, très social. Et puis, vous avez aussi des possibilités. Ça marche avec la carotte. Vous me direz aussi le bâton et la carotte. Mais si quelqu'un à 67 ans a une incitation, ne serait-ce que fiscale, parce qu'on lui dit, si vous continuez à travailler quelques années, vous payerez pas l'impôt sur ce surplus, ou bien vous serez exempté de cotisation AVS, c'est aussi une incitation. Si la personne n'a aucun intérêt à fonctionner plus longtemps, le bénévolat est aussi utile. Il faut relever qu'il y a énormément de personnes à partir d'un certain âge qui font du bénévolat. C'est aussi pour la société, c'est des économies. Mais je pense qu'il faudra discuter sans tabou de ces réformes. Nous avons une chance par rapport à d'autres pays. Nous n'avons pas de trou financier et nous avons encore un petit peu de temps. Je le répète, l'AVS actuellement est au-delà de 100% au niveau du fonds de réserve. Mais il existe effectivement une crainte, surtout dans la jeune génération, qui est souvent exprimée d'ailleurs sur ce système de retraite. Bon, c'est un débat infini. Oui, c'est le seul point sur lequel je suis personnellement d'accord avec la gauche, c'est qu'actuellement l'AVS est encore saine. Mais il ne faut pas attendre ou vivre la même expérience que l'assurance invalidité, où on a laissé se détériorer une situation et on s'est retrouvé devant un trou financier. Et on s'aperçoit que ça va très très vite et que c'est douloureux après. 2 mots sur votre travail. Vous avez encore été très bien classé par des journalistes ici en Suisse romande. Vous seriez un élu qui travaille beaucoup à Berne et surtout avec des résultats. Vous vous reconnaissez là-dedans? Vous êtes effectivement plus travailleur que certains de vos collègues sous la coupole? Non, je crois que je dirais chacun travaille en fonction aussi de ses centres d'intérêt. C'est vrai que quand on est parlementaire, si on veut vraiment influencer ou influer sur les dossiers, vous devez les étudier à fond parce qu'il faut aller convaincre des collègues de parti parfois que l'idée que vous présentez en commission est bonne et ça ne se fait pas simplement en arrivant le matin à la séance et en disant « dis donc j'ai un amendement là, tu ne peux pas le voter ». Il faut convaincre. Là l'éloquence ne suffit pas. Non, il faut déjà parler un peu l'allemand et en tout cas se faire comprendre et je crois qu'il faut aussi nouer des contacts avec les gens d'autres partis. Donc ça demande vraiment une implication et ne pas simplement aller s'asseoir le jour des sessions et puis voter. Mais je crois que mes collègues travaillent tous à leur niveau dans les différentes commissions. Il y a des commissions où moi j'ai eu la chance de pouvoir choisir les commissions où j'avais mes centres d'intérêt. Ça c'est aussi l'ancienneté. Pas seulement. Non. Au début, personne ne voulait aller dans la commission de la Sécurité sociale quand je suis arrivé au Conseil national en 2003, tout simplement parce qu'on n'en parlait pas. Il n'y avait quasiment aucun problème. Et les problèmes sont arrivés d'un coup avec l'aspect de l'AVS, avec la réforme du 2e pilier, les problèmes de l'assurance maladie, les problèmes de l'assurance invalidité. Et curieusement, la 2e législature, quand on a dû dire quels étaient nos centres d'intérêt au sein du parti, il a fallu se battre pour garder cette commission parce qu'il y avait 17 ou 18 parlementaires UDC qui souhaitaient aller dans cette nouvelle commission.
dans cette commission, tout simplement parce que c'était venu des centres d'intérêt qui touchaient les personnes. Donc je crois qu'il y en a aussi qui n'ont pas eu la chance, peut-être, de pouvoir accéder à la commission qu'ils visaient par leur centre d'intérêt. Quelqu'un qui veut aller au transport, et puis qu'on met, parce que les rapports de force au sein du parti sont tels, ou bien qu'il y a le privilège de l'ancienneté, puis qu'il atterrit à la commission de gestion, il sera moins passionné. À moins qu'il ait un bon petit scandale à se mettre sous la main, style UBS, où il faut gérer, etc. Mon collègue Veillon a eu cette opportunité, il l'a très très bien fait. C'est beaucoup plus difficile de montrer que vous êtes efficace, que vous travaillez, et pourtant vous travaillez, vous êtes efficace. Il y a des fois du travail qu'on ne voit pas immédiatement. Très bien, c'est faire œuvre de modestie. En tout cas, on peut avoir cette admiration-là pour vous, c'est que 20 ans à l'UDC a bien changé en 20 ans. Oui, l'UDC a bien changé. Moi, j'ai déjà fait à peu près 10 ans de Grand Conseil. C'est en quelque sorte un peu un apprentissage. J'avais été élu à l'époque un peu par accident, puisque je n'étais pas candidat 2 jours avant le dépôt des listes. Mais vous apprenez déjà le métier de parlementaire. Et quand vous arrivez à Berne, vous avez déjà un petit peu la procédure dans les mains, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a le système des 2 chambres à Berne, avec les allers-retours, et je dois vous dire qu'il faut apprendre la patience. Surtout. Il faut bien 6 mois pour percevoir toutes les subtilités. Et naturellement, celui qui est là depuis 14-15 ans, pour dire, il a un avantage incontestable sur le petit nouveau, parce qu'il connaît toutes les ficelles du métier. Mais sur l'évolution de l'UDC, manifestement, vous vous reconnaissiez parfaitement dans ce parti quand vous y êtes entré, puisque vous l'avez choisi. Oui, alors sur le plan vaudois, c'était peut-être un parti fortement ancré dans l'agriculture qui a évolué. C'est ce que j'allais dire, c'est votre profil, l'agriculteur, UDC. C'est plus tellement l'image qu'on a de l'UDC aujourd'hui. Non, il y a encore une forte base agricole aussi dans le canton de Vaud, mais j'entends l'évolution des problèmes, de la problématique, d'autres problèmes. Prenons les assurances sociales, prenons tout l'aspect fiscalité, l'aspect sécurité, insécurité, etc. En ville, très fort en ville. Tout ça, c'est des aspects dans lesquels je me suis aussi retrouvé, où je me suis dit, mais là, il y a vraiment des problèmes, il faut tâcher de trouver des solutions. Alors, elles ne font pas tout le temps plaisir. On a peut-être des nuances par rapport à certaines de nos collègues alémaniques quant à la manière de communiquer, mais l'objectif finalement, c'est le résultat, et c'est d'arriver en commun au résultat. Mais c'est vrai qu'il y a eu... C'est ce que j'allais vous dire. Vous parliez de la communication de vos collègues suisses alémaniques. C'est vrai qu'on connaît le Guy Parmelin cartésien, posé, réfléchi, face à certains excès de la communication qui peuvent venir de Suisse alémanique. On vous imagine parfois peut-être un peu perdu, pas tout à fait à votre place, non? Non, je ne crois pas, mais vous n'avez jamais assisté à une séance de groupe parlementaire. Racontez-nous. Quand les alémaniques, comme on dit en bon vaudois, se crochent entre eux, et ils le font de manière extrêmement virulente. Et parfois, les romans, on est étonné de cet aspect combat politique au sens vraiment combat politique, ce qui ne les empêche pas après d'aller boire un café et de se causer, j'entends, ils ne se font pas la tête. Mais il y a des moments où, quand il y a un désaccord entre 2 alémaniques sur un sujet, vous votez, et les affrontements, je dirais, au niveau des textes, au niveau de la discussion au sein du groupe, sont extrêmement virulents. On a une autre approche, les Suisses romands. Mais alors, il y a une chose à laquelle je tiens, et je crois qu'il faut que les téléspectateurs le sachent, c'est que quand on intervient dans le groupe parlementaire, c'est le lieu où les romans doivent intervenir et se faire respecter. C'est là, vous pouvez intervenir sans hurler, sans crier, mais simplement en montrant à un alémanique les contradictions ou l'erreur qu'il fait, en lui disant « Non, là-dessus, j'aimerais qu'on vote maintenant, parce que tu as tort, et nous, on voit la chose comme ça. » Et vous vous faites entendre. On se fait entendre, on ne gagne pas tout le temps, on perd même des fois. Mais après, on a le respect parce que les gens, et souvent on donne aussi un peu du courage à d'autres qui se disent « Ah, moi je ne veux pas peut-être me mettre mal avec. » Et après, quand vous êtes au plénum, vous avez votre liberté totale de choix. Naturellement, si vous dites rien au sein du groupe parlementaire, le président du groupe, à un moment donné, il dit « Bon, je constate que c'est l'unanimité, ainsi décidé. » Puis alors, si, quand vous arrivez dans la salle, au plénum, vous êtes 8 ou 10 à voter le contraire de ce qui a été dit au groupe et que vous n'êtes même pas intervenu, non seulement vous vous faites engueuler, passez-moi l'expression, justement, mais en plus vous perdez le respect de vos collègues. Et ça, je crois qu'au niveau des romans, il faut apprendre cet aspect-là. Je ne sais pas comment c'est dans les autres parties, je vous parle de ce qui se passe chez nous. Oui, tout à fait. Guy Parmelin, on parlait des assurances sociales, le sujet cousin qui a beaucoup de succès en ce moment, c'est les salaires, qu'ils soient abusifs ou qu'ils soient minimaux. Quel est votre avis sur le salaire minimal? C'est quelque chose qu'on va débattre ces prochains mois. Oui, alors je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose qui a l'air extrêmement séduisant. On le voit dans tous les pays qui ont instauré cet aspect-là, ça vient très vite. Le salaire de référence et le risque... Vous avez peur que certains salaires baissent vers ce salaire de référence? Je ne pense pas que certains salaires pourraient baisser, mais simplement certains ne vont plus augmenter.
Il n'y aura plus de discussion. Le patron, il va dire, écoutez, vous voulez une augmentation, moi je constate que je respecte la loi, que ça va me poser des problèmes dans mon entreprise. Je peux engager quelqu'un au salaire minimum qui sera tout content de l'avoir avec le nouveau salaire minimum. Maintenant, à vous de choisir. Si vous n'êtes pas content, Alors, cet argument... Moi, je risque, il y a cet aspect de pression qui n'est pas bon, et j'estime que ce n'est pas à l'État. Je préfère qu'il y ait une discussion entre partenaire du patron avec l'ouvrier, des fois par l'intermédiaire des syndicats quand il y a des conventions collectives. Après, on peut discuter, est-ce qu'il faut plus de poids pour étendre de manière contraignante les conventions collectives. Ça, c'est une discussion qui peut avoir, qui doit peut-être même avoir lieu, mais imposer un minimum, pourquoi 4 000, pourquoi pas 3 800, pourquoi pas d'autres choses. Quand je vois en Allemagne que le salaire minimum horaire qui va être fixé, c'est 8,50 €, qu'il est en dessous des salaires français, et je viens de lire encore dans le journal que la plupart des entreprises ne seront tout simplement pas touchées, je ne comprends pas, je ne vois pas l'objectif social finalement qu'on va avoir derrière ça, si ce n'est de dire on a réussi à imposer un salaire minimum. Bon, en l'occurrence, 4 000 francs, bien souvent il y a des salaires qui sont en dessous de 4 000 francs en Suisse. On n'est pas du tout dans le cas allemand là. Oui, mais je crois qu'il faut voir l'ensemble. On se focalise beaucoup sur ces 4 000 francs, mais on ne vous dit pas, quand vous êtes engagé, peut-être quelqu'un offre 3 800, mais peut-être que vous avez une semaine de vacances de plus, ou bien que vous avez un congé paternité de 3 ou 5 jours, alors que l'autre ne vous l'offre pas. Est-ce que c'est sur 12 mois? Est-ce que c'est sur 13 mois? Toutes ces discussions, on n'en parle pas. On dit 4 000 francs, mais 4 000 francs, est-ce que ça sera sur 12 ou 13 salaires? Moi, je vois déjà arriver la problématique à ce niveau-là. Mais alors, est-ce que ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de problème de salaire trop bas en Suisse? Non, je ne crois pas. Je crois aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les entreprises, elles sont aussi en concurrence sur certains marchés. Et on le voit très bien avec ce qui se passe dans le commerce détaillé actuellement. Personne ne peut se permettre d'être mauvais en termes de salaire, sous peine de perdre les personnes les plus capables, qui vont aller, parce que le travailleur est aussi mobile. C'est comme dans les travailleurs d'un certain niveau. À un moment donné, c'est plus seulement le salaire, c'est les prestations, c'est qu'est-ce que vous me donnez pour ma caisse de pension, quand c'est que je peux prendre ma retraite anticipée, qu'est-ce que je perds, etc. Là, quand on est dans les bas salaires, il y a aussi des gens dans la distribution où vous voulez garder les meilleurs. Donc, vous ne pouvez pas simplement dire, moi, je bloque pile poil à 3 600 et puis tant pis si X offre 4 000 parce que au bout d'un moment, si vous ne leur offrez pas quelque chose de concret, ils vont partir. Et c'est la valeur ajoutée de l'entreprise, ce sont quand même les salariés et les employés. Si elle diminue chez vous, vous êtes perdant à terme. Mais vous comprenez que ça réfute votre argument du salaire référence. Pareil, si le salaire référence est de 4 000 et que ce salaire n'évolue pas, il y a une mobilité professionnelle et l'entreprise sera encouragée à augmenter les salaires. Oui, d'accord, mais ça sera utilisé comme argument pour dire, mais écoutez, de quoi vous vous plaignez finalement? J'ai la possibilité d'engager quelqu'un qui était à 3 600 francs chez un concurrent, puis maintenant, ici, il sera au salaire X, etc., qui est tout à fait capable parce que le marché est aussi extrêmement volatile. Et je pense que là, c'est un jeu peut-être dangereux qu'on joue à ce niveau-là. Mais je peux comprendre aussi que c'est extrêmement difficile dans certaines catégories. Il faut voir aussi qu'il y a l'aspect concurrence pas seulement interne en Suisse, mais vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Et si vous prenez des branches comme l'agriculture, où aujourd'hui le patron gagne parfois moins qu'un employé, parce que c'est ainsi, avec les marchés, la concurrence internationale, les dumpings sur les marchés, c'est extrêmement difficile de pouvoir dire, bon, écoutez, moi, je vais vous augmenter, mais vous allez gagner, vous, employez plus que moi le patron. Vous prenez, par exemple, le secteur du maraîchage, des maraîchers, le prix de la carotte, plus de la moitié du prix, c'est le salaire. Bon, ça, c'est pas tellement un problème de salaire, c'est plutôt un problème de prix dans l'agriculture aujourd'hui. Oui, mais c'est de concurrence internationale, ça ne gêne pas les gens d'aller acheter des carottes importées de régions du sud de l'Europe où on ne regarde pas trop la manière dont les gens sont traités, qui logent, qui n'ont pas les conditions de logement qu'on a, qui n'ont pas de sécurité sociale, etc. Mais on dit oui, c'est malheureux, c'est scandaleux, mais souvent c'est le prix qui est décisif. Et que dire aussi des contradictions peut-être aussi du consommateur qui dit oui, moi j'aimerais bien acheter local, etc., etc. C'est plus cher parce qu'il y a des contraintes, etc. Et puis le dimanche, vous allez au marché à Divonne faire vos courses et puis vous fermez les yeux sur la manière dont ça a été produit. Sur ce thème, vous êtes d'accord avec les Verts.
faut imaginer une alliance. Alors là, on a de cas en cas, si je pense à l'aspect du cassis de Dijon, on a trouvé des accords ponctuels, puisque sur le plan qualitatif... Sur des votes précis au Parlement. Sur des votes précis. Il faut voir que ce n'est pas facile... quand on est dans un niveau international où vous avez des normes style OMC, où vous avez l'interdiction de faire de la discrimination ou d'imposer vos normes à l'extérieur. Je me rappellerai toujours à l'époque, j'avais demandé mais pourquoi est-ce qu'on n'impose pas nous on a des normes, on interdit les poules en batterie, etc., etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour les produits importés? Je me rappelle l'ambassadeur à l'époque, mais ça fait très longtemps que ça s'appelait Pierre-Louis Girard, m'avait dit, mais M. Parmelin, c'est nous qu'on s'impose nous-mêmes ces normes. J'avais dit, bon, j'ai compris la misère. Il y a une question d'éthique, et ça se paye à un moment donné. Une dernière question pour vous, Guy Parmelin. On parlait de vos 20 ans de carrière politique. Il y a beaucoup de jeunes qui vous citent comme exemple, des jeunes UDC évidemment. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette jeune génération qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, qu'on voit beaucoup dans les médias? Les jeunes UDC sont très médiatiques. Ils ont quelques succès aussi. Comment est-ce que vous les voyez, vous, ces jeunes? Alors moi, j'ai toujours encouragé les jeunes à participer. Ça me fait toujours plaisir quand on nous invite dans une assemblée de jeunes UDC. Bon, nos agendas sont tels que parfois c'est pas facile aussi d'aller causer. Bon, vous y allez comme une rockstar, c'est plutôt facile comme exercice. Non, mais j'entends, parfois ils doivent préparer. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui a dû préparer un débat sur un thème précis. Il m'a envoyé un mail, on a eu un contact. Et je lui ai dit, ben voilà, là il faut regarder, il y a ce thème, c'est comme ça qu'il se traite. Voilà les trucs, voilà ce qu'on risque de t'opposer en face. Tu te prépares comme ceci. Comme cela, tant mieux, j'ai eu un écho en retour, ça s'est bien passé. J'ai toujours privilégié les jeunes, j'aimerais qu'ils soient intégrés, par exemple, sur les listes, directement les listes seniors, les listes, pas seniors, les listes principales des partis. Alors, Ils sont souvent des listes seniors, d'ailleurs. Alors, parfois, les jeunes, eux, veulent... une liste jeune. Je n'ai pas d'opposition, mais je me rappellerai toujours la première fois que j'ai été élu, en 2003, on avait eu un jeune UDC qui actuellement est président du groupe au Grand Conseil, donc il a terriblement progressé, Michael Buffa pour ne pas le nommer. Tout à fait. Il était sur notre liste principale avec 17 candidats. Je crois qu'il était sorti avant-dernier ou dernier de la liste. Mais il m'avait dit, mais je préfère 1000 fois avoir 28 000 voix, ou 30 000 voix, je ne me rappelle plus combien c'était, plutôt que d'être le premier sur la liste jeune, comme je vois mes collègues radicaux, libéraux, jeunes, qui avaient une liste, qui ont fait campagne fort, puis qui ont fait 1450 voix au bout du compte. Alors bien sûr, il y a l'aspect, on amène un petit pourcentage, puisqu'on apparente les listes, on les joint ensemble, ça fait un petit appoint. Mais en termes de satisfaction personnelle, c'est quand même mieux pour un jeune s'il termine. Moi, j'ai commencé à l'époque, j'étais de jouer dans la cour des grands. J'ai commencé en étant 15e sur la liste. Il a fallu 4 campagnes électorales avant d'être une fois élu. Et une fois que vous êtes élu, c'est toujours difficile. Ça pousse derrière aussi. Donc, hein. Mais pour l'instant, vous tenez bon, Guy Parmelin. Alors pour le moment, on tient bon. On a toujours du plaisir. Et puis, encore une fois, ce sont des thèmes. La politique a fortement évolué. Elle s'est beaucoup animée. Maintenant, les problèmes sont devenus beaucoup plus complexes. Les problèmes, à l'époque, c'était tellement plus facile. Vous réformiez l'AVS, vous trouviez un compromis et vous donniez plus de prestations aux gens. C'était quand même beaucoup plus gratifiant qu'aujourd'hui, que vous devez aller dire aux gens, écoutez, on doit essayer de plafonner les rentes pour ne pas déjà les diminuer et trouver des nouveaux moyens financiers que quelqu'un va bien devoir payer. Surtout dans les assurances sociales, c'est vrai que vous annoncez plutôt des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. Donc c'est moins gratifiant qu'à l'époque. Tout à fait. Guy Parmelin, conseiller national vaudois UDC. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.